Bonsoir. Mais écoutez, c'est le guide d'un pépé. Bon, il fait déjà froid quand même. C'est un été bizarre. C'est un été un peu bizarre. Bon, mais moi, je suis heureux de retrouver un peu mes habitudes. C'est paradoxal. J'étais en Afrique, j'étais au Cameroun, mais j'étais dans les villes, hein. J'étais dans l'agglomération. Et j'ai fait un petit tour dans mon village, j'ai mangé avec les pygmées, et j'ai mangé les écorces, et je retrouve mon milieu très naturel à Paris. Et je suis fier de revenir et d'être disponible et disposé à continuer mon œuvre. Mon œuvre, c'est le coaching, hein. Mon œuvre, c'est les enseignements, mon œuvre, c'est l'encadrement, c'est la méditation, voilà, c'est aussi l'information, parce qu'on est en train de préparer tout ça, on est en train de préparer des grosses choses pour la rentrée. Et, et puis, il faut toujours réfléchir. Voilà. Celui qui s'interdit de réfléchir n'a aucune raison de vivre. Celui qui s'interdit de rêver n'a aucune raison de se lever. Hein? Donc ne croyez pas qu'on en fait trop, on ne fait même rien. On ne fait rien. On ne fait rien parce que nous devons nous battre pour enseigner, pour donner, pour transmettre. Chacun a sa mission sur Terre. Chacun a sa mission. Donc d'ailleurs là, ce 21 août, ça va être très chaud. Je fais généralement mes conférences, mes Akeva Business dans des grands hôtels, feutrés et tout, mais avec le climat ambiant. On va faire une grosse conférence ce 21 août 2021. Hein, c'est symbolique, hein, 21-21. Pour tous ceux qui sont à Paris et qui sont même au-delà, parce que beaucoup de gens veulent me rencontrer. Aujourd'hui, j'ai rencontré une dizaine de personnes, et hier aussi. Donc, on va se retrouver le samedi 21 août 2021 à 17h autour d'un lac et je vais vous apprendre à vous reconnecter à la nature. Nous venons de la nature. Voilà. Donc, il y a le stress aujourd'hui, le doute, on a tous peur, tout le monde est négatif. C'est comme si la guerre est partout, c'est comme si c'est la fin du monde. On peut aussi réfléchir autrement. Il y a quelqu'un qui veut m'appeler. Voilà. Il y a quelqu'un qui essaye de me joindre, que je rappellerai. Donc, retenez bien samedi 21 août. On va tous se retrouver. Je vais vous montrer comment on peut comprendre la nature. Nous venons tous de la nature. Nous sommes tous de la nature. Nous allons nous reconnecter à nous-mêmes. La vie n'est pas mauvaise. C'est les compagnies, l'environnement, les informations. C'est la politique qui rend les choses très tendues. C'est le contexte socio-culturel, socio-politique, socio-économique qui fait en ce que les gens aient peur. Les gens ont peur. Moi-même, quand j'écoute maintenant les infos, quand j'écoute... j'ai passé quand même 25 ans à fabriquer les infos. Je peux vous dire qu'on fabrique les infos. Ça se fabrique. Quand vous avez le journal de 20 h à la maison, il faut savoir qu'on a travaillé ça depuis 2 jours, depuis 1 jour, depuis une semaine même, depuis des mois même. Donc on prépare l'opinion à recevoir une information. Il n'y a pas une information instantanée. Sauf quand il y a eu un attentat ou quand il y a eu... même un attentat se prépare. Même quand il y a eu un coup d'État, ça se prépare. Nous, on a les informations. C'est pour ça qu'on parle de risque élevé. Quand vous faites de la géopolitique, c'est pour ça que c'est très dangereux d'écouter tout le monde sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas possible. Tout le monde ne peut pas avoir la maîtrise des sujets où il faut beaucoup d'expertise. Quand vous voyez un attentat à la télé, au journal, ça veut dire qu'il y a eu préparation. Ça veut dire que depuis des mois ou des années, les gens préparent. Et quand vous connaissez comment se passent les enjeux du monde, vous savez que dans tel pays, il y a un coup d'État en préparation. On vous dit. Vous savez que dans tel pays, il y aura une guerre civile. Dans tel pays, il y aura une crise économique. Et c'est ça aussi notre rôle. Donc moi, je ne suis pas surpris. La crise du Covid est une crise violente, mais elle va finir là.
Il fallait arriver au vaccin. Et après le vaccin, les États ne peuvent plus accepter qu'on ferme l'économie. Parce que les gens ont déjà perdu assez. L'Angleterre a dit foutez-nous le camp. Qui est recrudescence, variant, delta ou variant. Ils avaient déjà commencé leurs choses. C'est-à-dire, le peuple est comme du bétail. Le peuple est comme en prison. Vous partez là-bas, on vous fait peur. Vous revenez là, on vous fait peur. Finalement, vous restez dans l'enclos. Et c'est le business des hommes politiques. Des marchands d'armes, des vendeurs de médicaments, des vendeurs de toxines, des vendeurs... Tout le monde. C'est-à-dire, plus on fait peur aux gens, plus vous devenez consommateur et malade. Après, je ne suis pas complotiste. Donc, je vous dis juste... Parce que j'ai dirigé des rédactions, même ici en France, j'ai dirigé des grosses rédactions. J'ai créé de l'information et je sais, mais le peuple ne sait pas. Et notre rôle aujourd'hui, c'est de vous dire, faites attention. Voilà. Donc, je vais vous apprendre à vous reconnecter à la nature. Tous ceux qui me suivent et qui sont africains ont lu Birago Diop. Les morts ne sont pas morts. Ils sont dans l'arbre, dans le bruissement du vent qui passe, dans le ruissellement des eaux qui coulent. Nous sommes là. Quand vous mourrez, vous revenez dans la nature. On vous met au sol. Vous pourrissez, l'humus remonte, vous faites pousser l'arbre. Donc le corps humain devient un arbre, devient un tronc d'arbre, devient de l'herbe. Il ne faut pas oublier ça. Pour ceux qui ont lu André Gide, Les nourritures terrestres, c'est une des grosses œuvres pour comprendre qu'on se nourrit de la pensée. Donc on va venir, on sera ensemble, on sera en pleine forêt, au bord du lac, avec des menus propres et puis de la bonne réflexion, tout est bio. Et je vais vous apprendre à méditer et à traverser les étapes de la vie, le stress, les peurs, les difficultés, l'anxiosité. Les gens sont anxiogènes. Convoquer aussi la chance. Il faut convoquer la chance. Personne n'est né pour être pauvre, personne n'est né pour souffrir. C'est juste qu'on ne sait pas comment agencer tout ça. Et puis on va parler de l'entrepreneuriat, du business. On va parler de... D'ailleurs, Léonard Chadelain, mon frère, est connecté. Ouais, Léonard Chadelain peut être un grand coach. Je suis étonné qu'au Cameroun, on laisse les gens qui savent pour écouter des gens qui ne savent pas. Je suis étonné qu'en Afrique, tous les tonneaux vides là sont à 100 000 vues. Je ne suis pas jaloux de leurs vues. Mais c'est quand même étonnant qu'un continent s'attache trop à l'ignorance. C'est ça qui me choque. Après, vous pouvez aller chez Makoso ou Makokwa, là, c'est votre problème. Mais on est le résultat des 5 personnes qu'on côtoie au quotidien. Jonathan, tu dis c'est le business qui t'intéresse. Mais oui, mais le monde s'est fait de business. Business, c'est Dieu. Les Anglais disent, if you want to know the truth, follow the money. N'ayez pas peur de l'argent. Moi, j'ai une banque. J'ai Akeva Bank que j'ai montée. Et Akeva Bank se porte très bien. C'est une petite épargne. C'est une réflexion sur l'aide directe aux petites personnes. Vous savez, les banques, c'est... La banque a été créée, je vous rappelle ça toujours, au 9e siècle, en Italie. Et c'était des Juifs qui n'avaient pas le droit d'acheter ni la terre, ils n'avaient pas le droit de propriété. Et ils ont commencé à prêter de l'argent. Voilà. Donc, ils ont commencé à vendre, à faire l'usure. On les a chassés, ils n'avaient pas le droit. C'était des pogroms. Ils vivaient dans des quartiers insalubres, mais ils avaient l'idée. C'est le manque de terre qui a fait qu'eux, ils se reconvertissent dans les choses de la tête. Et l'argent, c'est une puissance de la tête. Et l'Afrique ne peut pas se développer parce qu'on ne sait pas ce que c'est que la finance. On ne sait pas ce que c'est que l'argent. La preuve, nous sommes encore dans le monde du CFA aujourd'hui. Mais en réalité, le CFA n'a même plus lieu d'être. C'est fini. Puisque moi, j'étais au Cameroun, j'ai un compte Orange Money là-bas, je peux le toucher ici. On est déjà dans la crypto-monnaie en tout cas. Vous ne toucherez plus jamais l'argent comme ça.
Donc, il faut apprendre aux gens à placer leur argent, à faire de la bourse. Hein. Et Akeva Bank est un domaine de... C'est du conseil aussi. Les gens ont de l'argent, mais ils ne savent pas quoi faire avec. Ils ne savent pas quoi faire. L'immobilier, il faut voir. Les placements, la bourse, tout ça, c'est des conseils. C'est ce que je fais. Donc, je ne suis pas dans les trafics de... Moi, je promets les millions à personne. Je n'apprends à personne à faire le poulailler. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de vous dire ce que vous êtes et ce que vous pouvez être de mieux avec ce que vous avez. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Quand on dit qu'on est coach, c'est un tout. C'est le résultat d'une vie. Il n'y a pas une école de coaching. C'est nos parcours. Je suis un universitaire, je suis enseignant, je suis journaliste à la base, je suis écrivain. Je suis à mon 12e livre en préparation là. Donc, j'ai traversé pas mal d'étapes de brutalité de la vie personnelle. J'ai été orphelin très tôt, à 9 ans. D'ailleurs, c'est l'année où je perds ma mère que j'entre au collège, étant au moins 1. C'est cette année que j'ai décidé de changer ma vie. J'ai eu le CP, le concours au moins 1. Et c'est l'année où je perds ma mère. Donc, orphelin, quand j'entre dans la vie, dans le collège, et je comprends que la vie n'est pas un jeu. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous êtes coach et vous venez avec le ventre comme ça. Vous verrez jamais un homme équilibré, milliardaire, ne pas prendre soin de son corps. Donc, la santé. La conférence du 21 août, c'est la santé. Tout ce qu'on fait là, c'est la santé. Si vous n'avez pas un corps, vous ne servez à rien. J'ai un tonton, un ami qui est milliardaire en Afrique, et je vous ai souvent raconté l'histoire. Quand j'entrais dans son bureau, j'allais lui rendre visite. J'avais des problèmes de tous les jeunes. Hein. Je voulais un petit million ou deux. Je voulais... Le gars est vraiment milliardaire. En CFA au moins. Mais il était tout le temps malade. Il était malade. Il se plaignait plus que moi. Et puis un jour, je lui ai dit, mais écoute, papa, tu sais que je peux m'occuper de toi. Parce qu'il m'enviait, il me disait, mais comment toi tu fais pour être toujours en forme? Tu cours à 4 heures, et puis tu viens me demander l'argent. Je dis, mais toi tu as ce que je n'ai pas, et moi j'ai ce que tu n'as pas. Et on a commencé à faire des séances. C'est pour dire que tout le monde a besoin de la santé. Le corps que vous voyez là, ce n'est pas un jeu, c'est le travail. Je suis aussi quelqu'un qui a la tête avec j'ai les plis ici derrière. J'ai le ventre comme ça. Je n'avais pas de pectoraux, mais là, il faut travailler, il faut travailler. Dès que tu as la santé, les idées s'équilibrent. Parce que quand on n'a pas la santé, les idées noires viennent, on pense à la mort, on est découragé, on ne peut pas s'amuser, on ne peut pas rigoler. Mais attention, je ne suis pas vegan, je ne suis pas végétarien, l'homme est un carnivore. Il faut manger de la viande, il faut manger des herbes, il faut manger tout ce qui est bio, il faut manger tout ce qui est bon. Il faut boire un petit verre de vin, il faut boire beaucoup d'eau, il faut aménager sa maison. Tout ça, ça paraît anodin, mais c'est comme ça la vie. Alors, Ali Fofana, bonsoir Pépé, ça y est. Ouattara et Gbagbo se sont rencontrés et réconciliation bientôt. Non, mais c'est très important. Alors, c'est ce que je disais. L'Afrique, c'est le continent où on ne célèbre pas un génie, on célèbre l'ignorant. Vous me donnez maintenant raison. Gbagbo est rentré, il est allé voir Ouattara. Je ferai un live là-dessus, c'est parce que j'ai beaucoup de choses. Je prépare moi-même ma conférence, c'est plus important que de parler de Ouattara et Gbagbo. Honnêtement, parce que quand on parle aux Africains, mais la science politique, c'est une école. Vous passez 7 ans au minimum à étudier. C'est pas un truc que quelqu'un bave là et la serviette, il commence à parler de politique parce qu'on est sur Facebook. Il y a beaucoup, vous pouvez être enseignant de philosophie et ne pas être philosophe. D'accord? Moi, je suis philosophe et enseignant de philosophie. Donc, il faut écouter quand on vous donne des conseils. Je vous ai dit que ça ne sert à rien de faire la guerre, ça ne sert à rien de créer des clans, ça ne sert à rien de se nourrir de cette haine. Au sommet de l'État, là, ils se connaissent, ils se comprennent. Ouattara fait un travail formidable pour la Côte d'Ivoire, pour les générations à venir.
Tous les gens qui criaient là, qui étaient derrière Babo, voilà Babo qui va s'aligner. C'est des frères. Et Babo n'a aucune chance demain d'entrer dans l'histoire s'il participe encore au trouble à la Côte d'Ivoire, qu'il ait raison ou pas. Donc, il a aussi beaucoup payé, il a pris des enseignements. La prison est une école. Gbagbo est un professeur d'histoire, mais dans la vie, il n'avait pas beaucoup d'expérience, surtout de la gestion du pays. Il n'avait pas d'expérience. Gbagbo n'avait jamais rien géré avant. Donc, il a eu le pays entre les mains et il a fait beaucoup d'erreurs. Et aujourd'hui, il a appris, il comprend, et il est obligé d'aller embrasser son frère Ouattara pour trouver une porte de sortie pour les Ivoiriens. L'Afrique qui va vivre de la misère et de la guerre, ça ne m'intéresse pas. Donc, je ne peux pas être un guide et le dire et venir là inciter à la guerre. Inciter. Si j'avais écouté le peuple et la masse et vos gens que vous suivez sur Facebook, c'est qu'il y a déjà au moins 10 000 morts en Côte d'Ivoire. Parce que tout le monde faisait la guerre. Tout le monde venait faire les lives. Même ici, tous les Ivoiriens, Africains, tous ces Camerounais, les gars faisaient les lives pour inciter les Ivoiriens à s'entretuer pour des gens qui vont s'embrasser demain. Non, il ne faut pas faire ça. Après les luttes, les révolutions, c'est autre chose, ça se prépare. Mais si on avait laissé le peuple ivoirien faire ça, c'est qu'ils ont gâté leur pays. Aujourd'hui, ceux qui sont réfugiés avec les ballots au Nigeria, hein, au Ghana, non, il faut préserver la paix. Il faut préserver. Et Alassane Ouattara est un très grand homme. Et en Afrique, je sais qu'on n'aime pas les gens brillants. Le président Babo aussi est un grand homme. Mais dans la pratique maintenant de la politique du pays, il faut laisser le maître. Il faut laisser celui qui a des accords avec les organismes, avec le monde. Voilà. Profitez. Ouattara est encore au pouvoir, je vous le dis. Il est capable de développer la Côte d'Ivoire. Il est capable. Et pourquoi pas une rencontre au Cameroun entre Paul Biya et MK. Bon, comme tu n'as pas écrit, moi aussi je dis MK. Je ne sais pas qui est MK. Écris normalement, n'ayez pas peur, je vais répondre. Maintenant, à l'heure des sextapes et tout, il faut être clair dans ses propos. Écrivez, posez bien votre question. Je ne sais pas ce que c'est que veut dire MK. Reformulez votre question, je vais répondre, sans avoir peur. Le guide, pourquoi chez nous, Biya a eu peur du cadavre de celui qui lui a donné le pouvoir? Le Cameroun est un autre cas. Le Cameroun est très complexe. Le Cameroun, c'est un pays où les gens fuient leurs responsabilités. Hein? Moi, je ne peux pas accuser le président Biya. Je ne peux même pas accuser. Si Ahidjo n'est pas rentré chez lui, ce n'est pas mon problème. Parce que les fils d'Ahidjo et les filles d'Ahidjo sont avec Biya depuis au moins 30 ans. C'est pas possible que moi, on jette mon père comme une ordure à l'étranger, à Dakar, et je suis dans le système. Il y a le fils d'Ahidjo qui est conseiller de Biya. Il a un bureau au palais, il a chauffeur, gendarme, et près de 20 millions le mois. Je l'ai amené, ce monsieur-là, en Guinée équatoriale, rencontrer le président Obiang. Et il a eu, le président Obiang nous a gracieusement reçus. Et il avait atterri à Douala, il a fui directement à Yaoundé, il est parti à Garoua, il dit que sa mère est malade. Donc, ton père ne peut pas être abandonné à Dakar, et tu es là, tu veux que c'est les nous qui mettons notre bouche. Au-delà du patriotisme, au-delà du personnage de Biya et d'Ahidjo, ils ont d'abord leurs héritiers. Voilà. Et puis la fille d'Ahidjo, elle est là, c'est elle qui dirige le palais de congrès. Elle a un chauffeur, sans rien faire. Elle a un gendarme, sans rien faire. Elle a des serveurs. Elle a un domicile. Elle a des boys, des domestiques à son service. Elle émarge sur le dos des Camerounais. Au moins 10 à 15 millions par mois. Et son père meurt, elle ne se prononce pas. Sa mère meurt, elle ne se prononce pas. Et vous voulez que moi, Non, c'est pour ça que j'ai dit au Cameroun, il faut que chacun apprenne à s'engager pour la cause et le destin. Si c'était mon père, Ahidjo, je sais ce que je ferais. Voilà. Maintenant, en tant que président du Cameroun,
il a droit aux hommages. Voilà. C'est tout. Moi, je réponds. Et on avance. Alors, il y avait une question là tout à l'heure. Qui attaque le direct? C'est pas grave. Et pourquoi? Non, j'ai dit formuler bien. Moi, je ne suis pas dans les... Je ne fais plus l'à peu près. Maintenant, on doit parler vrai. La question était encore quoi là tout à l'heure? Posez des questions. On n'arrive même plus à lire les questions. Partagez peut-être le direct, je ne sais pas. I don't know. Biya est roi, pas président. Je ne fais pas ce direct pour parler des rois. Alors. Bon. Je n'arrive pas à lire toutes les questions, hein. Mais posez quand même. Voilà. Arrêtez d'attaquer le direct. Mais qui attaque le direct? En Côte d'Ivoire, Ouattara joue pas le lendemain de fête. Il a eu des conseils de signe. Non. Vous savez, le danger en Afrique, c'est que la guerre, même la Côte d'Ivoire n'a pas encore réglé la question de la guerre. La Côte d'Ivoire est toujours dans cette tension-là. Et le retour de Gbagbo, la rencontre avec Bédié, la rencontre avec Ouattara. Si vous avez suivi ma conférence quand j'étais à Abidjan, j'avais déjà donné l'axe de sortie. C'est ce triangle équilatéral magique-là sur lequel se repose la paix en Côte d'Ivoire. Mais au sommet de ce triangle équilatéral, équilatéral ça veut dire égal. Donc je dis personne ne dépasse personne. Vous avez le président Ouattara, vous avez le président Bédié, vous avez le président Gbagbo, qui font partie de l'histoire et de l'historicité de la Côte d'Ivoire. Mais au-delà de tout leur parcours respectable, il y a un homme. Il y a un homme qui est au sommet. C'est Ouattara qui est l'organisateur et le chef de l'État. Vous ne pouvez pas arracher ça. Et c'est lui qui doit créer la porte de sortie. Et deuxième chose, pour 2025, là, je ne sais pas quand il y aura la prochaine élection, 2025 ou 2024, il ne faut plus qu'on entende parler de ces trois-là. C'est pas possible. Il faut qu'une nouvelle génération s'engouffre. Et c'est cette porte de sortie-là qui est importante et qui va éviter la guerre à la Côte d'Ivoire. On va donner la chance à une nouvelle élite, à une nouvelle jeunesse. Mais la politique aussi, c'est pas dans la rue. Soit on la prend, soit on se forme dedans. Et je pense que Ouattara est en train de préparer une nouvelle jeunesse. Le guide, pourquoi pas une rencontre entre Maurice Kamto et Paul Biya au Cameroun? Ah ben voilà. Mais déjà moi je n'ai aucun problème avec. C'est parce que les gens sont malhonnêtes. Quand nous on fait nos directs, ils récupèrent ce qu'ils veulent et ils vont faire autre chose. Les gens ne veulent pas nous écouter. Moi j'avais même vu Kamto comme premier ministre de Biya. Mais tout dans la politique, c'est le lobbying. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Mais au sortir de 2018, parce que le problème de 2018 n'est pas encore réglé, c'est ce qui nous amène encore dans les basses, les casses des ambassades et tout. C'est parce qu'on a manqué de courage politique. Au sortir de 2018, pour apaiser les tensions, on devait créer un hub de négociation pour que Kamto soit au moins Premier ministre. Voilà. Qu'il ait la charge de former le gouvernement. Honnêtement, j'aurais bien vu Kamto meilleur Premier ministre que l'actuel Premier ministre qui est là. Qui lui est un fonctionnaire, qui est un gars réservé. Peut-être Biya a voulu calmer la partie anglophone. Et encore que l'actuel Premier ministre, c'est un enfant du palais, c'est pas un enfant du sud-ouest. Il n'a pas grandi là-bas. C'est des gars qui rôdent là à l'université, à la présidence depuis au moins 20-30 ans. Mais il n'a pas d'attache avec la population anglophone qui a porté des revendications de guerre et de crise. Donc il y a un problème de casting politique au Cameroun. Et je sors du Cameroun, j'ai vu beaucoup de médiocrité. Beaucoup de médiocrité, surtout sur la classe politique. Même la jeunesse qui arrive là, elle ne comprend pas les enjeux. Même la jeunesse qui est arrivée, même jusqu'au perchoir, jusqu'à l'Assemblée, dans les mairies, ils ne comprennent pas. Ils croient que c'est la cour du roi Péto. La politique, ce n'est pas un jeu. La politique, je suis très bien placé pour vous le dire.
La politique n'est pas un jeu. Et on ne vient pas... C'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce. Donc, moi, en toute honnêteté, on aurait pu travailler sur un rapprochement parce que la tension politique au Cameroun, personne ne peut gagner. Personne. Moi, j'ai rencontré des ministres qui me disent que les gens ne viennent pas au travail parce qu'ils sont découragés. Les hauts commis, là, les directeurs, les secrétaires d'État, et tout ce que vous voulez, secrétaires généraux, parce qu'on est dans un remaniement qui est bloqué. La situation politique au Cameroun ne permet pas de donner des élans de positivité. Il y a trop de tensions. Et ça joue sur l'économie. Ça joue sur la gestion de l'économie au quotidien. Donc je salue le peuple camerounais qui est un peuple de sorciers. Comment les gens réussissent à garder le sourire, à manger, hein? Voilà. Léon Ducoumé, mais étant au pays, tu n'as rien dit. Non, je ne suis pas en guerre. Non, non, ne me menez pas. Jeune homme, monsieur Ducoumé, écoutez-moi bien. Je m'appelle Mpépé. Martial Bissok. Et votre nom, si vous appelez vraiment Ducoumé, vous devez savoir qui je suis. Je ne mens pas. Moi, je ne suis pas un enfant. J'étais au Cameroun, je ne suis pas un dissident, je ne suis pas un excitant, je ne suis pas un opposant, je ne suis rien de tout ça. Je suis un homme qui aime son pays. Et vous ne savez pas ce que je suis allé faire là-bas. Outre aller manger les écorces de mes ancêtres, aller voir la tombe de mon père, recevoir les bénédictions de mes dieux, je suis aussi allé renouer un contact politique. Je ne vais pas venir dire tout ce que j'ai fait au Cameroun ici sur Facebook. Moi, je travaille pour l'apaisement. Je suis passé à l'Assemblée nationale du Cameroun, monsieur. On a été auditionné à l'Assemblée nationale par le président de la commission étrangère. Vous ne m'avez pas vu à la télé, à la CRTV, au journal? Alors, donc, je ne suis pas allé me balader seulement, je suis allé faire des actes concrets où j'ai fait des propositions. On m'a écouté à l'Assemblée nationale du Cameroun pour savoir ce que je pense du Cameroun. Quelles sont nos attentes? Qu'est-ce que nous demandons? Alors quand vous me dites je n'ai rien dit, mais attendez, il ne faut pas dire ça. Donc, les Africains ne comprennent pas qu'on n'a plus le temps de perdre le temps à la tribu, à la guerre, aux petites querelles, à ceci. Il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. Voilà une autre guerre qui se prépare au Congo. Tshisekedi arrive, tout ce qu'il trouve de bon à faire, c'est de remettre la congolité. C'est quoi Congo? La congolexicologie, je ne sais même pas quoi. C'est-à-dire, pour être président demain, il faut être congolais de père et de mère. Pour écarter son ami d'hier. Pour écarter le métis là. Le juif. Hein? Pour écarter... alors le nom me fuit un peu là. Le patron de tout-puissant Mazembe, le gouverneur. Donc, en Afrique, on ne réfléchit pas pour donner du bonheur aux gens, on réfléchit pour nuire et pour conserver le pouvoir. D'accord? Et c'est ça qui est dommage en Afrique. Donc, pour résumer, Ouattara est un grand monsieur. Il est en train de faire de l'inédit. Voilà, Moïse Katumbi. Et vous croyez que Moïse Katumbi va se laisser faire? Mais comment avant les élections, ils avaient fait une coalition. Et c'est Katumbi qui a financé toute la coalition. Ils ont fait une rencontre à Bruxelles pour créer le nouveau Congo, pour barrer la route à Kabila. Maintenant, Tshisekedi arrive, il faut travailler concrètement, mets les mesures économiques, bosse, crée l'innovation, appelle les partenaires. Il faut que les Congolais mangent bien. Tout ce que tu trouves à faire, c'est qu'on fasse passer une loi qui s'appelle la congolité. Pour écarter qui? Kabila. Pour écarter qui? Katumbi. Pour écarter qui? Tous les autres. Et les gens, ça va créer la guerre. Donc, chers Congolais, au lieu de prier le Dieu de Jérusalem matin, midi et soir, voilà une guerre qu'on est en train de vous servir et elle va arriver. Et n'accusez pas les Blancs après.
N'accusez pas les Blancs. Donc, je reviens sur la Côte d'Ivoire pour dire que Ouattara est quand même un grand joueur. On peut lui reprocher beaucoup de choses. Mais c'est un grand joueur. Très grand joueur. Et il écoute la communauté aussi, internationale et nationale. Les Ivoiriens ont besoin de quoi? De transformer leur cacao sur place. Les Ivoiriens n'ont pas les mêmes problèmes que les Camerounais. Hein. Les Ivoiriens ont besoin de transformer leur EVA. C'est le premier producteur mondial. Les Ivoiriens ont besoin de lancer les grands chantiers, le métro, les transports, enfin, la logistique, le port d'Abidjan. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se développer devant nos yeux. Et on ne peut pas laisser un pays entre les mains de n'importe qui. Je vous précise ça. L'Afrique a besoin de gens qui ne tiennent pas des discours doubles, de haine, de tribus, de tribalisme. Ils se cachent derrière l'intelligence. Il faut aller vers les partenaires qui ont les moyens. Il faut aller vers ceux qui savent pour voler un peu de science, pour donner aux populations. C'est tout. Le reste là, c'est les petits débats du quartier. Maintenant, si on revient au Cameroun, alors, il y a une tension quand même. C'est l'après Biya qui se joue. C'est l'après Biya qui se joue. Et je ne veux pas analyser trop loin pour l'instant, parce que les gens sont susceptibles. Les gens sont très susceptibles. La question politique est en train de détruire le Cameroun. Vous le voyez juste en surface comme ça, mais tous les réseaux sont en train de s'apprêter. Les gars sont en train d'affûter leurs armes. On n'aura plus jamais le président Biya comme acteur principal politique. Jamais en 2025, c'est pas possible. Le respect dû à son âge, la retraite qui s'impose à lui, et puis ses petits soucis de santé, comme tout homme de cet âge. Alors, ouais, vous croyez que le dire, est-ce qu'il faut avoir peur de le dire? Maintenant, il y a un boulevard ouvert. Et ce boulevard-là, il y a des forces qui vont forcément... La politique, c'est un rapport de force violent. La politique, c'est un rapport de force, mais violent. Violent. Donc, j'ai rencontré le ministre Louis-Paul Motazé. On a échangé et j'ai compris toute la difficulté qu'il y a à gérer l'économie de ce pays-là. Parce que tant qu'on n'a pas réglé et solutionné le management et le leadership politique, la question Biya, jusqu'en 2025, va peser sur le destin des Camerounais. Voilà. Donc, voilà un peu schématiquement ce qu'on peut dire de la politique en Afrique aujourd'hui. J'attends vos questions. Bonsoir, madame. Comment il s'appelle ce joli chien? Sommer. Comment? Sommer. Sommer. Ah, oui, mais c'est quelle race? C'est comme un loup? C'est un Akita. Un Akita? C'est un Akita, les chiens japonais. Ah ben voilà, j'ai pas souvent vu ça. Ouais. Il faut qu'ils viennent saluer mes gens ici. Bonjour. Bonjour. Tiens, tu dis bonjour, Sommer? Mais Sommer. Mais vous voyez Sommer. Il est très beau. Il mord pas. C'est une fille. Non, elle mord pas. Elle mordit, c'est un petit bébé, mais elle est gentille. Doucement. Mais vous l'avez pris au Japon alors? Non, non, elle vient pas du Japon. Je commence à m'habituer au chien. Je suis pas très... Et il est très beau. Ma poupette. Ça va, poupette? Ah, j'ai peur. Non, elle veut jouer. Elle vient, ma poupette. Allez, merci. Ah, poupette, elle est très belle. C'est un chien japonais, une chienne japonaise. Donc, revenons à nos moutons. C'était une petite pause. Entre-temps, j'étais en train de vous dire que j'ai une grosse conférence. C'est pour ça qu'on fait des conférences. Il faut venir. Le 21 août 2021 à 17 h. L'adresse est là, vous pouvez réserver. Venez. C'est ces sujets-là qui permettent de se recentrer, de causer des... On ne peut pas tout dire. Voilà les questions, j'arrive même pas à tout. Je ne peux pas répondre à toutes les questions là. J'essaye de faire de mon mieux. Hein? Mais il faut des questions où on prend son temps et on va trop vite. Ouattara est un grand joueur, comme tu dis, le guide, en allant... attendez. Mais Karine, j'ai peur des chiens.
Non, non, j'ai pas peur des chiens. À Kribi, chez moi, j'avais un très beau chien. Et le chien est très attachant. Je ne savais pas. Mais j'ai grandi avec des singes. J'avais des singes chez moi. Et mes oncles ramenaient toujours les singes. C'était l'époque où la forêt n'était pas détruite comme au Cameroun. Donc, nous, on était des vendeurs de boissons dans toute la zone. Entre Edea et Kribi et Zeka, toutes les forêts là. Et puis mes oncles ramenaient toujours des petits singes. Et puis on grandissait avec. J'ai gardé beaucoup de singes. Je suis plus proche du singe. Et domestique, hein, je veux dire. Donc, ce que je voulais dire, c'est que... Non, je revenais sur la conférence, le Akeva Business Nature, à Paris, dans un parc près du lac. C'est le 21 août 2021 à 17 h. Vous pouvez réserver pendant qu'on parle. Je vais dédicacer tous mes livres. J'habite la campagne, je ne suis pas encore vacciné. Dieu donne espoir. Oui, non, venez. Il y a l'immunité. La nature règle beaucoup de problèmes. Quand je dis venez dans la nature, venez. J'encourage ceux qui veulent se vacciner à se vacciner, mais nous, on marche nos choses. Tu ne comprends pas quoi. Quand un roi te dit viens manger les choses, l'Afrique a résisté à 400 ans d'esclavage, à 30 millions de morts chaque année de paludisme, à 100 millions de morts de poliomyélite. On est là. Il y a une immunité collective. Alors, Léonard Châtelain, il me dit, les grandes crises se terminent là où on aurait pu les éviter, sur des fauteuils. Ben voilà. Donc, regardez la décision de Ouattara de rapprocher tous les Ivoiriens, car tu proposais à l'Assemblée nationale. Qu'as-tu proposé à l'Assemblée nationale du Cameroun de guide? Mais, je ne sais pas, j'ai proposé le retour des Camerounais, simplement. Et un peu d'amour. Il manque de leadership sérieux au Cameroun. Moi, ce débat-là, Kamto, ça fait comme si... Et derrière Kamto, il y a quelque chose de tribalisant là. Et ça a mené beaucoup de choses. Je n'ai pas pu discuter avec mon jeune frère Cabral, peut-être qu'il était occupé, mais j'allais lui donner, il m'écoute beaucoup, hein, il m'écoute, même si il s'affranchit de, voilà, c'est déjà un monsieur, un grand monsieur, mais je ne sais pas. Mais c'est un tort au Cameroun qu'on ne laisse pas les gens s'exprimer sur des vraies questions de souveraineté. C'est un tort. Vous voyez, le débat avec Kamto est en réalité un débat, pas de billets et de Kamto. Il ne faut pas réduire. C'est la mauvaise gestion de la politique coloniale. Voilà. Donc, l'après-Biya sera le Cameroun qui va se regarder droit dans les yeux. Donc, un nationalisme affirmé et puissant. Un nationalisme vrai. Et je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr que les gens soient prêts. C'est comme s'il y a encore des Camerounais qui croient qu'on va continuer d'être décolonisés. Alors c'est une lutte violente. Est-ce que Kamto est à la hauteur de cette lutte? Je ne sais pas, c'est à vous-même de juger. Moi, Mais on peut quand même saluer cet élan. C'est pas facile de lutter. C'est pas facile de lutter. La preuve, la plupart des gens préfèrent leur fonctionnariat. Être fonctionnaire, c'est la pire des choses qui puissent arriver à l'Afrique. On a tué la créativité. Donc on a mis des gens diplômés, surdiplômés même, dans des cases, dans des bureaux pour signer la vie des Camerounais et des autres Africains. Mais il faut que l'Afrique tue. C'est pour ça que le Rwanda est devenu l'un des pays les plus modernes aujourd'hui. Au Rwanda, on livre les médicaments par drone. Au Rwanda, les jeunes filles sont les plus majoritaires, sont majoritaires à l'Assemblée nationale, à l'université. Au Rwanda,
on crée sa société dans sa chambre d'hôtel, en 2 heures. Au Rwanda, il y a le Wi-Fi partout. Au Rwanda, il y a une jeunesse qui a pris le pouvoir. Mais maintenant, il faut aussi penser à l'après-président actuel. Donc, c'est toutes ces questions-là. Pour revenir au Cameroun, c'est le Cameroun et la Côte d'Ivoire qui m'intéressent surtout. Et le Congo ce soir, dans une autre mesure. Mais, voyez-vous, l'après-Biya va être très compliqué à gérer. Il y a beaucoup de force. Il y a beaucoup de force en jeu. Est-ce que le Cameroun va échapper à la prédation internationale? C'est le cœur du golfe de Guinée. C'est le cœur du golfe de Guinée. Est-ce que... Et le vrai bilan de Biya va être connu là, parce que on verra ce qui s'est dit, on verra ce qu'il a fait de 40 ans de pouvoir, ou un peu plus. Chaque Camerounais peut tirer les conclusions, c'est pas à moi. Hein. Faut assumer, hein. Mais c'est notre héritage. Je souhaite juste une sortie paisible et tranquillisante. Moi, je suis pas dans l'excès, je suis pas dans... Je connais la violence. Un maître des arts martiaux ne lutte pas au quartier. On avait un type à l'époque qui s'appelait Wang Yu au village. Il était venu de Yaoundé en nous disant qu'il était maître de ceinture noire, tout ça là. Alors qu'il n'avait jamais fait même un kata. Et on était surpris de sa non-maîtrise. Toutes les bagarres au village, il voulait... Et puis bon, voilà. Donc il faut beaucoup de maîtrise. Et le Cameroun est dans une phase très délicate de transition politique. Et il faudrait que les Camerounais soient sages. Voilà. Il faut qu'ils se regardent droit dans les yeux. Et c'est ce débat-là qui est évité en ce moment. Et il y a beaucoup de frustration et de camp. Et ça m'attriste. Ça m'attriste parce que je n'ai jamais imaginé parler de tribalisme un jour. Et ce que je lis sur la toile, il y a beaucoup de frustration. Il y a beaucoup de déchirement. Des frères qui mangeaient le taro ensemble, ou le ndolé, le couscous, commencent à se suspecter. Ils ne font plus des affaires. Ils se mentent. Ils pénalisent l'investissement. Melchiad, faut pas. Non, il ne faudrait pas un pass sanitaire. Ceux qui peuvent être vaccinés vont se vacciner. Mais on est dans la nature, donc il y a une distanciation sociale. Et puis, je neutralise quand même ces petites forces-là. Hein? Pas besoin de passe sanitaire, mais ceux qui l'ont, c'est bien. Il ne faut pas aller contre le progrès. Moi, je ne lutte plus contre les choses. Enfin, la nature est très bien ordonnée. C'est pour ça que ceux qui viendront à cette conférence vont comprendre pourquoi leur vie est souvent chaotique. Parce qu'ils ne respectent pas les règles de la nature que nos ancêtres respectaient. Vous voyez, le monde aujourd'hui, c'est inondation. Nous sommes en plein été. Regardez, il pleut. Il fait froid. Ça veut dire que le monde subit des changements tectoniques, métaphysiques, ésotériques puissants. Et où est la place de l'homme dans ce monde de demain? C'est une question philosophique. Pourquoi les gens sont de plus en plus malheureux, de plus en plus stressés avec les moyens? Ça, c'est des questionnements. Donc, pour revenir, je disais que je ferai un vrai live sur la situation politique du Cameroun. Je ne me suis plus exprimé depuis quelque temps parce que je laisse les experts. C'est-à-dire, le malheur de l'Afrique, c'est qu'on veut la révolution, mais sans les gens qui maîtrisent un peu un bout de comment se passent les révolutions. Vous ne voulez pas écouter. C'est pas parce qu'on marche dans la rue qu'on est révolutionnaire. C'est pas parce qu'on crie là sur les réseaux sociaux qu'on est révolutionnaire. On est juste en colère. Les gens sont frustrés et il faut canaliser ces souffrances-là. Il faut essayer de canaliser ces souffrances-là pour écouter la jeunesse, écouter le peuple africain. Je vous prends un exemple. Moi, je parle en tant que quelqu'un qui a créé une petite banque, Akeva Bank. Je vous incite d'ailleurs à rejoindre cette banque. Les Africains sont prêts à dénoncer. On ne travaille pas ensemble. On ne fait pas ceci ensemble. Quand tu montes maintenant un truc, il n'y a plus personne. Mais vous attendez alors quoi? C'était chacun critique
C'est comme les gens qui mettent les statuts sur leur profil. Tu crois subitement que tout le monde est devenu intelligent et le lendemain, c'est le contraire de ce qu'il a écrit. Parce que ce n'est pas lui qui a écrit. Il a juste copié le statut de quelqu'un, il a mis sur son statut. L'être humain, c'est la hauteur de l'esprit. Il ne sait même pas ce qu'il a écrit. Donc, nous fuyons nos responsabilités. Un grand pays comme le Cameroun qui doit affronter des grands challenges, c'est-à-dire une transition politique, doit commencer à se poser des vraies questions. Alors, guide, est-ce qu'il faut boire de l'huile rouge ou le charbon après ou avant le vaccin? Dis donc, Tienche, je ne suis pas un charlatan. Mais pour ta gouverne, ta question n'est pas idiote. Le charbon est un antipoison. C'est un purificateur d'organes. Le charbon aide le foie à purifier le sang. Et quand tu associes à l'huile rouge, vous savez que quand on vous empoisonne, en réalité, vous prenez une cuillère d'huile rouge, vous mettez un peu de charbon et vous buvez 2 ou 3 cuillerées. Vous êtes sûr au moins que les effets du poison seront inhibés avant d'aller au centre de santé le plus proche. Ça, pour ça au moins, on bascule maintenant dans les soins, dans la sagesse antique africaine. Et je suis héritier d'au moins 3000 plantes qui ont au minimum 1000 ans. 3000 ans. Ça, c'est nos ancêtres qui nous ont laissé ça. On ne peut rien. On ne peut rien. Armée est tombée Bumbu. Voilà. Voilà. J'ai des partenaires qui sont sérieux dans ma petite banque quand même. Donc, je disais que l'Afrique connaît beaucoup de choses. Et je pense que nous sommes les derniers Africains qui avons refusé de donner tout. Et si je disparais demain, je ne sais pas. Pas dans l'esbrouf, hein, je ne fais pas du charlatanisme. Je ne fais pas de ça. Je vous dis avec les preuves à l'appui. La preuve quand vous avez mal au ventre. Quand vous avez, on va dire terre à terre, une gastro-entérite, ce que vous appelez une diarrhée. Quand vous allez à la pharmacie, on vous donne quoi? Le charbon. Le charbon est un élément mystique. Quand vous allez... L'huile rouge que les Blancs combattent aujourd'hui, parce qu'ils veulent juste saboter l'Africain, mais ils sont malhonnêtes. C'est l'huile rouge qui fait le Nutella. Il n'y a pas de Nutella sans huile rouge. Ils parlent de déforestation, de tout, mais c'est la mauvaise foi malhonnête de l'industrie occidentale. L'huile rouge fait le rouge à lèvres. L'huile rouge fait les crèmes. L'huile rouge fait tout. Et j'ai plus de 200 hectares de palmeraies. Bon. Donc nos parents se soignaient comme ça et personne n'avait de Covid. Voilà. Et j'ai au moins, personne ne peut me contester ces histoires-là. C'est ça être un roi. Je ne fuis pas ma tradition. Et je ne rejette pas celle des autres. Alors, poser des questions, j'ai pas... Il y a une Ivoirienne là qui fait beaucoup de live. Elle dit, c'est pour poser des questions. Alors, Onolor dit, c'est le résultat d'une politique sans partage. Les Camerounais sont de plus en plus pauvres. Ouais. Les Camerounais sont de plus en plus pauvres. Non, les Camerounais ne sont pas pauvres. Les Camerounais sont égoïstes, donc petits d'esprit, comme la plupart des Africains. Chacun, j'ai vu à Yaoundé des gens qui ont des maisons d'1 milliard. Des gens dans leur village, quelqu'un a une maison d'1,5 milliard de francs CFA. En euros, c'est quand même incroyable. Mais il n'a pas pensé à la route. Il n'a pas pensé à s'associer avec les élites du coin pour créer de l'eau. Il n'a pas pensé à donner aussi aux autres. Voilà. Et deuxième chose que les Africains doivent savoir, c'est ce qu'on appelle le cerveau collectif. Vous ne pouvez pas vous développer en rejetant les autres. Déjà de la tribu,
déjà du clan et déjà même les investisseurs étrangers. Ça s'appelle les IDE, investissements directs étrangers. Alors, si des gens arrivent même à l'Assemblée nationale et ils ne savent pas ce qu'on appelle investissement direct étranger, vous comprenez que le pays a basculé dans l'inculturalité totale. C'est un refus d'intellection. Alors, je vous ai écouté dans une radio de la place. C'était... Oh, je n'arrive pas à lire toutes les questions. Il faudrait peut-être que j'ai un community manager qui... Il y a une concentration de richesse. Non, il y a aussi une réforme de l'État. Écoutez-moi bien. Il y a une réforme de l'État en Afrique. Stéphane Oum a une conférence à Londres. J'arrive à Londres. Essayez d'organiser, formuler, et puis on arrive. Hein? Formuler, on arrive. Je serai là avec mon équipe. Je connais bien Londres, au bord de la Tamise. Mais il faut vous organiser, vous me dites. Il faut savoir que quand on va comme ça, comme à Abidjan, mon équipe de production se met à... C'est beaucoup de moyens. Hein. C'est des moyens. Hein. Voilà. Ce n'est pas un problème de moyens, mais il faut qu'il y ait une organisation. Alors, ce que je voulais dire, écoutez bien. Écoutez le schéma de la pauvreté en Afrique. Vous avez deux bons hommes. Je prends le cas d'un pays comme le Cameroun, même la Côte d'Ivoire ou le Congo, le Gabon, tous ces pays-là, c'est la même chose. Le Niger, le Bénin, le Togo. Voilà comment l'administration coloniale appauvrit l'Afrique. Parce qu'on met les médiocres. Et je l'ai dit au Cameroun, parce que je suis libre de le dire. Vous avez des gens, vous avez deux personnes qui ont le baccalauréat. Prenons un exemple. Un a eu le baccalauréat à Tchang. L'autre a eu le baccalauréat à Belabo, à l'est du Cameroun. Les deux se retrouvent à Yaoundé. Ils entrent à l'école nationale d'administration. L'autre choisit les impôts, l'autre choisit la préfectorale. Et 2-3 ans après, les gars sortent avec les galons de chef. Ils sont affectés directement, en train de signer. C'est eux qui signent les impôts. Est-ce qu'un homme qui n'a jamais voyagé, un homme qui ne connaît pas comment marche le monde, un homme qui est resté bloqué dans sa tête, un gars qui faisait la chasse de porc-épic est procureur à Douala, comment? Non, comment un gars profondément inculte peut décharger à la douane? Il devient déjà haineux. Il ne comprend pas les flux, la didascalie du transport, l'économie même. Il ne peut pas gérer un pays. Et c'est l'erreur qu'on a fait en Afrique de mettre tous ces gens-là à des postes clés. C'est eux qui signent. Donc vous avez des gens profondément aigris et qui estiment qu'ils doivent s'empiffrer. Oui, des jeunes fonctionnaires des impôts, le gars, il est à la douane, il n'a même pas fait 6 mois, il construit un duplex. Comme il sort de sa hutte là-bas, à Belabo, ou à Nangaboko, ou à je ne sais pas quoi là, il faut qu'il s'enrichisse très vite. Et c'est comme ça que l'État a été formé depuis des années. Et puis il y a eu une époque où les gens rentraient, on fait rentrer donc des gens de la diaspora qui sont diplômés. Et dès que vous êtes sur place, vous devenez l'ennemi de celui qui est sorti de ces écoles-là, coloniales et dépassées, déphasées, et qui doit maintenant vous affronter parce que vous venez de France, du Canada, du Portugal, je ne sais pas d'où, d'Espagne, d'Italie. Même à l'université, il y a ce conflit entre le mec qui s'est battu pour avoir sa thèse là, à 45 ans, et toi qui as soutenu ici à Paris à 25 ans. Vous aurez des conflits profonds sur la vision de l'université, l'enseignement. Maintenant, vous amenez ça à l'hôpital, c'est pareil. Vous amenez ça dans... c'est pareil. C'est ce hiatus-là qui fait qu'il n'y a pas de développement harmonieux en Afrique. Il n'y a pas de forces de progrès qui se mettent ensemble.
Je peux vous faire une confidence. Tous les jeunes cadres, d'ailleurs j'ai un fils qui entre à la Sorbonne là, à la rentrée, et c'est ma plus grosse fierté parce que j'aurai le plaisir de revisiter aussi les enseignements que nous avons eus il y a 20 ans. Je vais transmettre aussi. On forme donc les énarques ou les jeunes à ces grandes écoles pour qu'ils soient civilisés. L'Africain peut atteindre un très haut niveau des parchemins, il monte même dans l'administration, mais il est brouillon dans sa vie naturelle parce qu'il n'est pas quelqu'un du monde, il n'est pas connecté à la modernité. Vous croisez donc des gens profondément villageois, sans insulter personne. Encore que mon frère, que je n'aime pas ça, il n'aime pas quand je dis des mots comme ça, mais parfois il faut dire. Alors, mon fils de 5 ans me fait toujours, ne fait pas toujours tout ce que je lui demande. Comment nos ancêtres se sont soumis aux colons. J'arrive pas à répondre à toutes les questions, c'est dommage. Le guide, voilà, attendez. À quand une conférence à Londres? Le guide développe un peu ceci. Le guide. Jean-Claude Abanda, bonsoir, bonsoir à vous, bonsoir. Le guide développe un peu. Oh, j'arrive pas à lire. Alors, je vous prends un exemple. Les États africains mettent tout sur le bavardage, l'achat des armes. Ils ne savent pas qu'on se bat pour protéger ce qu'on appelle le cloud, l'information. Comment attaquer, comment protéger son pays. Toutes les attaques que vous voyez nos pays subir là, jusqu'à ce qu'on nous prête l'argent par le FMI et tout, c'est parce qu'on est faible, on est battu. Israël a dépensé des fortunes. Israël dépense plus d'argent en termes de protection des données du cloud et de l'innovation que dans l'achat des armes ou dans la vente. Je discutais avec quelqu'un. Qui est très proche du président équato-guinéen. Et vous savez que la Guinée équatoriale a fermé son ambassade à Londres. Vous-même, dites-moi. La Guinée équatoriale face à l'Angleterre. C'est pas la sorcellerie, ça. Ils ont même fermé leur ambassade. Ça ne pèse rien diplomatiquement. Le fils du président Obiang s'est vu arracher aussi l'immeuble ici en France. À l'époque, c'est nous qui avons formé une armée médiatique et juridique pour venir défendre le gouvernement équato-guinéen et défendre Teodorino. À la fin, les avocats qui étaient français et les petits blancs l'ont gagné 100 fois plus que nous, alors qu'ils n'avaient même pas la maîtrise du dossier. C'est ça le noir. Le noir a un problème avec sa propre peau. C'est-à-dire, nous, on a pris des risques énormes pour venir les défendre à Paris. Et à la fin, ils payaient des avocats qui dormaient dans des suites 5 étoiles, alors que c'est nous qui avons traîné tout le dossier. J'ai fait venir ici, avec tous les confrères, toute la presse africaine. Amourou Bellinga est témoin. Alors, donc, nous nous battons pour ces pays-là qui ne nous reconnaissent pas et qui nous détestent, qui nous combattent. L'Africain trouve le plaisir à détruire les autres Africains qui ont beaucoup d'intelligence pour se mettre ensemble. Le guide, un mot pour toi, comment tu qualifies la société camerounaise? Ben, c'est une société qui me fait pitié. Je sens un peuple orphelin. Voilà. Étant sur place, je sens des gens orphelins. Les leaders qui sont là, surtout les hommes politiques, les ministres et tout ça là, ceux qui ont les budgets, l'argent et tout, ils gèrent le quotidien. Chacun fait sa part. Les gens ne travaillent plus comme s'ils veulent mourir pour le pays. Personne ne veut plus mourir. Même les militaires fuient.
Et puis à l'extérieur aussi, je sens ce peuple-là orphelin. Toutes ces tensions-là, c'est parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui incarne la moralité, la perfection, le rêve de l'unification. Il n'y a pas un jeune Camerounais. J'ai dit ça au Cameroun, il n'y a pas de bons et de mauvais Camerounais, il n'y a pas de bons et de mauvais Ivoiriens. Il y a juste des gens qui expriment leur mécontentement parce qu'ils ne sont pas écoutés. Il faut qu'on travaille à les écouter. Et quand je regarde des chaînes comme la CRTV, la chaîne nationale au Cameroun, je ne sens pas ce devoir. C'est leur mission, hein, mais je ne sens pas le devoir de rassembler. Je sens un discours où on invite des gens qui allument toujours le feu. Peut-être c'est un système politique. Il faut qu'il y ait l'attention pour que les gens restent là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce peuple me fait pitié énormément parce qu'on aurait pu faire beaucoup de choses. On aurait pu développer ce pays en 5 ans. On dépense trop d'énergie pour rien. On paie trop d'argent pour rien. Et j'ai vu aussi comment les billes de bois sont terrassées. Les gens détruisent tout. On déterre même les racines. Qui fait ça? Qui est en train... Mais ces gars-là mettent cet argent où? Deuxième chose, je vais te prendre un exemple terre à terre. L'autoroute Douala-Yaoundé, c'est pas une... L'axe Douala-Yaoundé, c'est pas une mauvaise route. Si on voulait vraiment faire l'autoroute par nous-mêmes, on faisait ça en 4 ans, 4 phases de 50 km. C'est-à-dire, l'axe lourd est là, on ajoute juste 2 autres voies à côté. On redresse un peu. Ça, nous-mêmes, on pouvait le faire, même avec l'argent de la diaspora. On allait emprunter l'argent des Exim, des Chinois, de tout ça. Et c'est ça qui nous crée tous les malheurs du monde. On n'a pas fait 50 km. Ou à peine. En, je ne sais pas, 8 ans ou 10 ans. Donc, les gens ne réfléchissent même plus à sauver, à protéger leur pays. L'axe lourd qui va de Simalène à la, je sais pas où là, à la poste centrale, tu vois, le chantier là depuis 10 ans. Un petit autoroute de la ville qui peut être fait en 6 mois. Ouais. Donc, il y a un manque de coordination. Voilà. Et, enfin, ce peuple me fait pitié. Voilà. Je ne serai pas dur envers ce pays-là. Je sais que Dieu est là. Dieu nous regarde. C'est comme ça. Alors, tu dis... Bon, attendez, il y a quelqu'un qui me dit... orphelin de quoi le guide? Ce peuple n'a pas à sa tête un guide. Attendez, je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Hein. Comment peut-on régler le problème des élections au Cameroun? Quelle démarche faut-il prendre, le PP? Alors, les élections doivent être transparentes. Je vous ai dit que le Cameroun a encore un système colonial et vous serez surpris qu'il y a beaucoup de Camerounais qui eux-mêmes veulent rester dans ce système colonial parce qu'ils ont leurs intérêts. Mais pour l'intérêt de tout le monde, il faut moderniser, il faut les élections transparentes, les urnes transparentes, les élections à 2 tours, et puis voilà, la proclamation le soir aux 20 h, des débats libres, des candidats, des programmes. Il faut assainir la scène. Alors, Yaya Doumbia, ça fait longtemps. Tu vas bien, la famille? Le Prado a besoin de toi en Côte d'Ivoire. Oui, mais la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui avance. J'adore le président Ouattara et c'est pas aujourd'hui. Enfin, adoré, hein. Bon, je ne vais pas dire adoré. Mais moi, depuis très, très petit, j'ai lu. Depuis plus de 30 ans, moi, je suis Ouattara. Je savais qu'il faut des gens comme Ouattara pour construire le pays. Pas dans l'émotion, pas dans les insultes, pas dans la guerre. À un moment, il faut que l'Afrique soit aussi une Afrique de la science, de l'économie, de la technique.
Après, maintenant, on dit à Gbagbo, venez, aidez le pays. Mais tout le monde ne peut pas être président parce qu'on a lu des livres d'histoire ou de ceci. Mais il y a la pratique politique pure. Est-ce que tu es dans l'organigramme du progrès? Nous, on est restés dans la... Non, les Blancs nous ont appris à faire la politique politicienne, non de l'intrigue, et qui crée le tribalisme et le clanisme et la sauvagerie, dont la guerre civile. Il y a aussi une politique du progrès, c'est-à-dire tu imposes au peuple la direction à suivre. On impose le bonheur, on impose le bien-être, on impose la propreté. Mais quand vous voyez les parcs ici, je suis dans un parc, il y a la sécurité, il y a les gardiens, il y a tout, il y a la lumière, il y a l'eau. Mais c'est des gens qui ont... On a imposé ça, ces gens-là. Il faut imposer le bien-être. Mais si vous mettez des gens qui nous imposent le mal, qui nous imposent la bouffe. Guide, je pense que la question qui se pose aux Africains n'est pas uniquement celle de la place que doit occuper socialement. Oh là là. Socialement, il faut leur intellect. Il faut non seulement l'intellect, mais aussi leur esprit. Il faut que le peuple s'épanouisse. Attendez. Comment faire pour sortir du néocolonialisme qui est un véritable ennemi? Mais vous croyez que les colons vont vous laisser partir? C'est un rapport de force, hein, la vie. Attendez, vous avez vos enfants à la maison, ils ne partiront de la maison que quand ils seront autonomes. Je vous ai dit que j'ai un fils qui va à la Sorbonne. Vous croyez qu'à la rentrée, je vais l'arrêter? Il va sortir de la maison, il va prendre sa chambre, il aura sa petite copine, il va faire ses stages, il va faire ses boulots, il aura son travail et il va dégager de ma maison. Il ne reviendra que le week-end avec sa famille, venir visiter papy. Il vient me trouver là avec ma femme. Je mange, j'attache mon sanja dans une campagne normande. Et puis je mange les petites choses et puis il vient me rendre visite. Mais il a pris sa liberté parce qu'il va à la Sorbonne. J'ai un autre fils qui va peut-être aller, il sera capitaine de l'équipe de France. Mais c'est plutôt lui. Et je vais lui rappeler une seule formule que fiston, méfie-toi. Quand la louve vieillit, elle tête ses petits. Donc j'ai déjà vieilli, je dois vous têter. C'est tout. Et puis je reste dans mon coin avec ma vieille femme. On mange nos petites choses, on rigole. Mais il a pris son autonomie. Donc on ne prend l'autonomie que quand on est apte à se prendre en charge. Est-ce que l'Afrique aujourd'hui peut se prendre en charge? Regardez la place des religions. Et regardez le malheur que font ces escrocs, ces idiots, ces analphabètes. Regardez qu'ils remplissent encore les temples. Alors pour savoir comment se porte un peuple, regardez comment les temples des apôtres de ceci sont pleins. C'est ça, c'est les petits trucs. Quand vous trouvez dans un pays, on crie beaucoup, Jésus revient, tel a fait apôtre, ceci. Ça veut dire que ces gens-là n'ont pas l'énergie nécessaire pour affronter la vraie vie. Ils se réfugient dans les chapelles de misère et de pauvreté. Ce n'est pas ça la spiritualité. Donc l'Afrique doit régler cette question-là. Que ce soit chrétien ou musulman ou tout ce que vous voulez là. Ça nous pose un vrai problème. Donc il y a un problème d'identité et de spiritualité en Afrique. Après, je ne condamne pas. Et ces gens-là sont très dangereux. Ces gens sont très puissants. Ils font des lives et vous êtes 20 000 à suivre tous les soirs. Vous voyez quelqu'un qui est à Abidjan, il n'arrive pas à payer même son loyer. Et il vous dit qu'il va vous prier, il bénit. Et vous êtes à Paris. Vous le suivez. Vous êtes au cœur de la lumière du monde, de la civilisation. Vous êtes aux États-Unis, au Canada. Et vous suivez quelqu'un qui dort dans les moustiques. Et il dit qu'il prie pour vous via le téléphone. Et comme nous tous on est mortels, Dieu montre quand même à tous ces esbroufs-là de ne pas trop exagérer. Parce que vous ne pouvez pas
Vous ne pouvez pas dire que vous guérissez les tétraplégiques, les aveugles, les ceci. Vous-même, un petit truc, un palu t'attrape, tu meurs. Guéris-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Soigne-toi toi-même. Libère-toi toi-même. Et moi, je vois une bande d'ignorants qui remplissent des salles et on les appelle les prophètes. Et ces jours-ci, ils sont en train de mourir comme des rats palmistes. C'est une leçon pour dire aux autres, il n'y a pas d'homme providentiel. On ne s'élève que par le savoir, par la pensée. Donc l'Afrique a ce problème. Avant de venir sur le champ politique, parce que ces gens-là achètent, ils prennent la masse critique du peuple qui peut réfléchir, on les enferme dans les chapelles. Et ils ne font plus la politique, ils ne participent pas à la vie sociale. Ils font des veillées de prière, ils ne travaillent pas. Ils ne réfléchissent pas et ils dorment là-bas. C'est un problème. Tant qu'on fuit, ça, on ne va pas régler. L'Europe, tout le monde a gagné sa liberté. Il faut gagner la liberté d'exister, de dire moi je veux ceci. Moi je revendique ça. Moi je veux l'école. Moi je veux. Et puis maintenant, il y a la manière de concevoir la société, la maturité d'esprit. J'étais au Cameroun, je suis passé dans des chaînes de télé avec un livre qui est puissant. Personne ne m'a écouté pour parler de mon livre. Ce n'est pas leur problème. Les gars veulent juste que tu parles de la basse. On te met là dans un plateau de haine et de tribalisme et de misère. Et on ne veut même pas donner la chance à l'intelligence. Ça ne peut pas se développer. Et en plus, il faut maintenant la pensée, il faut écrire. Si vous n'écrivez pas, vous ne vous développez pas. Vous voulez vous développer sur quel modèle? La preuve, le modèle des Noirs aujourd'hui, ils croient que c'est le modèle Jérusalem, a fait ceci. Les Juifs sont en train de travailler pour eux. Ils sont en train de se développer pour eux. Et la preuve, c'est eux qui vous vendent les armes, non? Ah ben si vous mourrez là, c'est leur problème. Mais chacun se développe pour lui. Ah. Alors, il y a quelqu'un qui me dit là, attendez, je vais regarder. Comment se faire pour sortir du néocolonialisme? Tac, 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 tac. Guide, je pense que la question qui se pose aux Africains n'est pas uniquement la place qu'ils doivent occuper. Tac, 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 tac. Bon. Je ne peux pas tout lire, hein, excusez-moi. Martial, un peu de sport pour faire partir ce bide. Qui m'appelle déjà Martial là? Monsieur Bissot, que pensez-vous des Chinois au Cameroun? Mais les Chinois viennent faire leurs affaires. Alors, nous, vous passez le temps à nous demander nos diplômes. Les Chinois qui arrivent en Afrique là, ils ne savent même pas lire, même le chinois. Donc, ils sont ignorants même de leur propre langue, le mandarin. Moi, j'ai causé, je sais, j'étudie le mandarin. Mais c'est des gars quand même qui viennent chez vous et ils se font 1 milliard tous les jours. À Douala, Yaoundé, Dakar, Abidjan, tout Cotonou, tout ça. Comment un inculte villageois chinois peut être milliardaire en Afrique devant les Africains? Ils vous vendent des babouches. Pépé, crois-tu qu'un professionnel comme toi peut trouver sa place? Vous savez, moi j'ai grandi en Normandie en partie et Senghor, le président Léopold Sédar Senghor n'était pas loin de moi. J'allais lui rendre visite, paix à son âme. Et je ne comprenais pas pourquoi un ancien président du Sénégal vit en France. C'est lui qui a amené la démocratie au Sénégal, mais ça m'a dérangé pendant longtemps. Et chaque soir, quand j'avais la chance de le voir, je lui disais, mais papa, pourquoi tu restes là? Moi, j'ai une particularité, je ne côtoie que les vieux et les grands hommes, depuis que je suis petit. C'est ça qui fait de moi l'homme sage que vous voyez aujourd'hui. Alors, le président Léopold Sédar Senghor me disait que mon fils, tu comprendras plus tard, mais on ne reste que dans un environnement propice au déploiement de la conscience active. Je ne comprenais pas. Et maintenant, j'ai compris que pour la tranquillité de l'esprit, on reste vers les gens qui nous ressemblent. Qu'ils soient blancs ou noirs. Vous allez toujours vers là où vous vous sentez en sécurité. Mais en Afrique même, tu ne peux pas être en sécurité. Même quand on dit quartier résidentiel,
à Odia et tout. Les gens construisent des villas avec 10 milliards volés et tout. Mais tu trouves qu'il y a un cabaret en bas. Tu trouves qu'il y a un bar en bas. Tu trouves... Alors qu'il a fui ça. Il a mis les longs murs de 6 mètres pour se protéger. Mais il tombe encore devant le cabaret. Devant la prostitution. Devant... Donc il ne peut pas avoir la sécurité mentale. Or ici, quand vous êtes dans un coin résidentiel, vous jouissez du calme, de la beauté, de la sécurité, et voilà. Est-ce que vous comprenez? Alors, est-ce que je peux me sentir... On ne peut pas abandonner nos pays en Afrique. Je vais repartir en Côte d'Ivoire là. La Côte d'Ivoire est un pays plus ouvert. Voilà. Les Camerounais croient qu'ils sont par exemple plus intelligents en jouant les hermétiques. Ils sont fermés d'esprit. Oh, nous, on n'a pas trop d'étrangers, l'économie n'en est pas entre les mains d'eux. C'est faux ce discours. L'économie du Cameroun est à 95% entre les mains des colons. Je peux vous le prouver. Donc, arrêtez cette hypocrisie-là. Les 5% là, c'est la brocante, les vieux matelas de Bruxelles et la poubelle en Allemagne. Il n'y a pas une industrie qui se lève. Les banques aussi. Toutes les banques là-bas sont françaises. Quand la France ne veut plus, comme la BICEC, Crédit Lyonnais, ils donnent aux Marocains, à Djari Wafa et tout. Donc, tout est vissé pour que les gens ne réfléchissent même pas. Soit vous êtes donc honnête, vous faites comme la Côte d'Ivoire qui est un hub, comme le Sénégal qui est un hub. Le Sénégal, Dakar est un pôle mondial du tourisme et des affaires. Voilà. Donc, nous avons ce devoir de ne pas laisser l'Afrique tomber. Il a amené une pseudo-démocratie au Sénégal, il a détruit la vie de Cheikh Anta Diop. Ouais, Ivano Smith, je ne suis pas un conspirationniste, j'adore Cheikh Anta Diop, c'est un des grands maîtres du monde dans le savoir, mais je ne suis pas là pour ça. Dès qu'on dit ça, on n'a pas réglé le problème. Je parlais de la vision de Senghor, qui a installé la démocratie. Évidemment, il avait des divergences de vues avec Cheikh Anta Diop, mais on n'est pas là pour parler de ça. Avançons aussi un peu. Heureusement que nous commençons déjà à nous sentir bousculés, chagrinés, choqués, mais une fois que nous allons bien comprendre que ces difficultés sont nécessaires à notre apprentissage, tac, tac, tac. Waouh, il y a beaucoup de questions, hein. Excusez-moi. Oh, la Côte d'Ivoire m'adore, mais je vous adore aussi. Sachez que je vous aime beaucoup. S'il y a un pays qui m'a marqué en Afrique, je pense à avoir un pied à terre. Nous allons prendre une petite maison là-bas. Ma Badanté et moi, on va prendre une petite maison là-bas pour être heureux. Et c'est un peuple très attachant. Ils ne méritent pas ce qu'on voulait leur faire, là, la guerre. Ils ont déjà connu depuis 2000, depuis 1999, depuis la mort de Fouet. Les mauvaises transitions en Afrique créent des guerres civiles. C'est le départ de Fouet qui a amené 20 ans d'instabilité en Côte d'Ivoire, chronique. Maintenant, ils sont passés par là et il ne faut plus qu'ils retournent. Voilà. Et j'ai peur que la transition au Cameroun ne nous conduise vers un lendemain triste. Mais j'ai aussi confiance quand même à la grandeur des Camerounais. Il y a un esprit camerounais fort, un patriotisme assez poussé. J'espère qu'on ne va pas tomber dans les travers de la guerre civile, de la misère. Et il y a une armée républicaine, je pense. Maintenant, c'est au niveau du leadership de l'après-Biya que je ne vois pas encore clair là-dedans. L'après-Biya est un obscur destin en termes de formation de leader politique. Bon, qui parlait de mon bide là? Oh, méfiez-vous, hein, je n'ai pas de bide. Il ne faut pas attaquer le guide sur le physique. Hein. Je respecte la dignité et l'éthique, sinon je vous montrerai les pectorales. Allez, donc on a passé un très bon moment. Vous êtes fatigué? On ne peut pas éduquer un homme
affamé qui ne peut pas se soigner. Eh, Moudon Dibango, voilà déjà un gars, voilà un ambazonien. Je comprends déjà là où il veut m'amener. Ouais. Vous avez un pays bizarre. Chacun se bat pour quelque chose. Hein? Si c'est Orucheche, ah, moi tata là, vous savez, ah ben écoutez, ça le Cameroun, l'Afrique est belle. Hein? L'Afrique est belle. J'étais en Côte d'Ivoire, je leur parle. Je leur parle de la Côte d'Ivoire. Les gars me disent, mais tu es ivoirien? Comment tu connais toutes les tribus? Et puis, regardez, voilà un frère qui me salue avec une langue au Cameroun qui s'appelle le Bafia. Et c'est une langue terrible. Le Bafia est la langue la plus proche du Bassa en réalité, comme les Banènes qui sont proches. Hein? Vous entendez par exemple là, tout à l'heure, il me dit Orucheche. Et puis quand tu prends les Yambassa et les Bafia, les Yambassa disent Oule fion fion. Oule fion fion. Donc viens vite. Et les Bafia disent Oule fiet fiet. Et les Bassa disent Longwe, ngwe. Hein? Viens vite vite. Donc, en Afrique on répète viens vite vite. Fiet fiet. Oule fion. Donc alors donc, c'était pour dire que non, on réfléchit à ces questions de géostratégie, de géopolitique. Et il ne faut pas abandonner l'Afrique à la réflexion de TV5 et de France 24. Je n'ai pas de moyens, comme avant, je n'ai pas de moyens. Je rêve d'une grosse chaîne de télévision qui va rétablir l'équilibre de la terreur communicationnelle en Afrique. Malheureusement, je pense que nos chaînes de télé là accompagnent seulement la pauvreté ambiante. Il faut qu'on ait... Les Américains ont CNN. Les Français ont France 24. Et les Arabes ont Al Jazeera. J'espère que les Africains auront leur télé très vite. Alors, le Bassa est plus proche du Bakoko Grand Guide. Non, Bassa, Bakoko, c'est la même chose. On dit Bassa, Batimpo. On ne va pas revenir là-dessus. C'est le Mboklia, c'est la terre sacrée, c'est le feu sacré de ces trois peuples. Et le Bakoko, c'est la langue la plus ancienne d'Afrique, qui va jusqu'au Congo, dans le Lituri. Toutes ces langues-là découlent du Bakoko jusqu'au Lingala. Bakoko veut dire ancien dans l'empire du Congo. Donc on dit Bakoko, Bamukoko, les Mukoko, c'est les gens de la terre, dont les anciens. Mukoko, ça veut dire Mukoko. Mukoko, c'est le sable, la terre. Hein? Et la terre de nos ancêtres, c'est le Zaïre Yabakoko. C'est pour ça qu'il y a eu le groupe Zaïko Langa Langa. C'est Zaïre Yabakoko, donc le Zaïre des ancêtres. Vous ne connaissez pas votre histoire. Donc Bakoko, Mukoko, c'est un ancien. C'est un homme du terroir. C'est comme ça qu'on a bâti donc, dans la grande famille des Bassa, des Bakoko. Les Mukoko, c'est les protecteurs. Et ils vont partout. Ils descendent du Cameroun là, ils vont jusqu'au Gabon, Guinée, Congo. Voilà. Bon, on va basculer déjà dans l'anthropologie, sociologique, tout ça là. Si vous ne connaissez pas vos pays, c'est votre problème. Bon, allez, laissez le guide continuer sa marche. J'ai encore 30 minutes de marche et de méditation. N'oubliez pas, commencez déjà à réserver vos places pour le 21 août 2021. Nous serons en pleine nature et ça va nous faire du bien. Akeva. Pour ceux qui veulent se faire former dans l'académie, on a commencé nos sessions. Venez. On explique tout plus simplement là-bas. Je répondrai à toutes vos questions. Et puis on sera dans la nature. Comme ça. Très beau. Et quoi d'autre? Akeva Bank. Thierry Hervé. Il faut entrer. C'est toi qui as commencé l'affaire d'Akeva Bank d'ailleurs. Et il est à Londres.
Donc n'ayez pas honte d'assumer votre liberté culturelle. Nous formons des enfants aujourd'hui, nous accouchons des enfants qui ont honte d'être noirs, honte d'être africains, parce qu'on leur donne une mauvaise image de nous-mêmes. On a honte de notre culture. On a besoin d'être français, canadien, américain, tout ce qu'on veut, mais il faut rester africain. Personne ne peut nous enlever ça. Il faut être fier d'être noir. Il faut être fier. C'est le faible qui te fait dire que tu n'es pas bien pour qu'il te domine. Dès qu'il a compris que toi, il ne peut pas te dominer, il commence à te respecter. Vous pouvez être tous des Nganou. Allez, ciao. À Keva.